Trouve un autre endroit où mourir, maman. Tu es inutile maintenant. Ma fille a prononcé ces mots, debout sur le seuil de la maison que j'avais contribué à construire avec mon mari 40 ans plus tôt. Elle avait une main sur la porte, une main sur son sac à main de marque, et pas une once de honte sur son visage. Ma valise était posée sur le porche à côté de moi. Mon défunt mari n'était mort que depuis 6 jours. 6 jours. Et maintenant, ma propre enfant me jetait dehors de ma maison après avoir hérité de la maison et de 33 millions de dollars. Je pouvais à peine respirer. Ma poitrine était serrée. Mes mains tremblaient. Et le vent froid semblait transpercer mon pull. Puis elle se pencha plus près et me murmura, « Tu m'as entendu. Par avant que j'appelle quelqu'un pour te faire dégager. » Je la regardais, l'enfant que j'avais jadis bercé pour l'endormir, et une pensée terrible martela ma tête, depuis combien de temps attendait-elle la mort de son père? Je m'appelle Marguerite Duval. J'ai 68 ans, et jusqu'à ce jour, je croyais que la pire douleur qu'une femme pouvait ressentir était de perdre son mari. J'avais tort. La pire douleur était de regarder dans les yeux de sa propre fille et de voir qu'elle vous avait déjà enterré dans son cœur. Je pris ma valise, bien que mes doigts fussent si faibles que je faillis la laisser tomber. Ma fille, Élodie, se tenait là en talons noirs et un manteau crème qui coûtait plus cher que ma première voiture. Son maquillage était parfait. Ses cheveux étaient lisses et brillants. Elle ressemblait moins à une fille en deuil qu'à une femme arrivant pour déjeuner dans un country club. Derrière elle, je pouvais encore voir le salon. Mon salon. Les rideaux bleus que j'avais choisis il y a 15 ans pendaient toujours à la fenêtre. Le fauteuil de lecture de Robert était toujours à côté de la lampe. Ses lunettes étaient toujours sur la petite table où il les avait laissées la veille de son départ pour l'hôpital. Il n'est jamais rentré de cet hôpital. Et maintenant, on me disait de quitter la maison où chaque souvenir de lui vivait encore. Élodie, dis-je, ma voix mince et fatiguée. Ton père n'est même pas enterré depuis une semaine. Elle croisa les bras. Et ça change quoi? Ça change tout, murmurai-je. Non, claqua-t-elle. Ça ne change rien. Papa m'a laissé la maison. Papa m'a laissé l'argent. C'est à moi maintenant. Tu dois accepter ça et passer à autre chose. Passer à autre chose. Comme si le chagrin était un manteau que l'on pouvait enlever et accrocher à la porte. Comme si 42 ans de mariage pouvaient être emballés dans une vieille valise. Comme si j'étais juste une invitée dont le séjour était enfin terminé. Je la regardais une dernière fois, espérant que quelque chose dans son visage s'adoucirait, espérant que j'apercevrais la petite fille qui courait dans mes bras après l'école et me racontait chaque petit détail de sa journée. Espérant voir ma fille. Au lieu de cela, je vis une étrangère. S'il te plaît, dis-je, au moins laisse-moi rester jusqu'à après la lecture du testament. Cela la fit sourire. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire que l'on donne quand on pense avoir déjà gagné. Oh, maman, dit-elle doucement, presque comme si elle me prenait en pitié. C'est exactement pourquoi tu dois partir maintenant. La façon dont elle le dit fit quelque chose de froid se tordre en moi. Pourquoi, demandai-je, mais elle ne répondit pas. Elle ouvrit simplement la porte plus grand et pointa vers l'allée. Mes genoux faillirent me lâcher, mais je me forçai à marcher. J'atteignis le trottoir avant que les larmes ne viennent. Pas de larmes bruyantes, juste celles qui tombent en silence parce que la douleur est trop profonde pour sangloter. Je me tenais là avec ma valise et regardais la maison. La fenêtre de l'étage était entr'ouverte. Le chêne que Robert avait planté à la naissance d'Élodie oscillait au vent. Je pouvais presque entendre son rire des soirs d'été sur le porche. Puis la porte d'entrée se referma bruyamment. Je sursautai. Ce son semblait définitif, cruel, comme un couvercle se refermant sur tout ce que j'appelais ma vie. Je ne savais pas où aller. Ma sœur Catherine habitait à 2 villes de là, mais elle avait un petit appartement et de mauvais genoux. Mon amie de l'église, Hélène, m'avait dit un jour que je pouvais l'appeler à tout moment, mais j'avais trop honte. La honte est une chose étrange. Même quand quelqu'un d'autre vous fait du mal, la honte trouve un moyen de s'asseoir sur vos épaules comme si elle y avait sa place. Alors, je fis la seule chose à laquelle je pus penser, je m'assis sur le banc de bus de l'autre côté de la rue, en face de ma propre maison, et pleurai là où ma fille ne pouvait pas me voir. Les voitures passaient. Un chien aboyait quelque part dans la rue. Le monde continuait comme si rien ne s'était passé, comme si une vieille femme n'avait pas été jetée par sa propre enfant.
Au bout d'un moment, mon téléphone vibra dans mon sac à main. Pendant une seconde insensée, l'espoir bondit dans ma poitrine. Je pensais que peut-être Élodie avait repris ses esprits. Peut-être m'appelait-elle pour s'excuser. Peut-être ouvrait-elle la porte et me disait-elle de rentrer. Mais ce n'était pas Élodie. C'était un message de mon petit-fils, Antoine. « Mamie, tu vas bien ?» Maman ne me répond pas, tante Camille a dit que quelque chose s'était passé. Je fixais le message. Ma fille ne m'avait pas seulement jeté dehors, elle avait déjà commencé à parler. La famille savait que quelque chose s'était passé. Peut-être pas la vérité, mais suffisamment pour chuchoter. Mes doigts tremblèrent en répondant « Ça va, mon chéri. Juste une journée difficile. » Sa réponse fut rapide « Ça n'a pas l'air d'aller. » « Où es-tu » Je regardais de l'autre côté de la rue la maison, la porte qui s'était refermée sur moi comme si je n'étais rien. Sur le banc devant la maison, tapé je. 3 points apparurent, disparurent, puis apparurent à nouveau. « Ne bouge pas. J'arrive. » J'ai failli lui dire de ne pas venir. Antoine avait 26 ans et travaillait de longues heures dans un atelier de réparation automobile. Il était gentil, calme et bien trop bon pour les drames familiaux que sa mère créait. Je ne voulais pas l'entraîner là-dedans, mais avant que je puisse répondre, un deuxième message arriva, et mamie, ne la laisse pas t'effrayer. Papy t'aimait trop pour te laisser sans rien. Je lus cette phrase 3 fois. Papy t'aimait trop pour te laisser sans rien. R. Robert m'avait aimé. Je le savais mieux que mon propre nom. Mais pendant la dernière année de sa vie, les choses avaient changé d'une manière que je ne comprenais pas encore entièrement. Élodie avait commencé à venir plus souvent. Au début, je pensais que c'était gentil. Elle apportait les courses. Elle organisait les rendez-vous chez le médecin. Elle parlait à Robert de finances et de planification. Elle disait qu'elle voulait aider. Puis de petites choses ont commencé à se produire. Des factures que je gérais disparaissaient du tiroir de la cuisine. Des papiers bancaires apparaissaient avec des notes autocollantes déjà attachées. Élodie a commencé à emmener Robert à des réunions auxquelles j'étais soudain trop fatigué pour assister. Si je posais des questions, elle souriait et disait « Maman, j'essaie de te faciliter les choses. » Robert, qui m'avait jadis tout dit, commença à dire « Élodie est juste avec la paperasse. » La paperasse ? Je haïssais ce mot maintenant. Parce que la paperasse peut cacher 1000 couteaux. Un SUV argenté tourna dans notre rue et ralentit près du banc. Antoine sauta avant même qu'il ne s'arrête complètement. Il était grand comme son grand-père, avec les mêmes yeux inquiets, et la même habitude de passer une main dans ses cheveux quand il était stressé. Il s'approcha de moi en hâte. « Mamie, dit-il, s'agenouillant devant moi. Qu'est-ce qui s'est passé ?» La gentillesse dans sa voix faillit me briser à nouveau. J'essayai de sourire, mais cela sortit de travers. « Ta mère s'est passée. » Sa mâchoire se serra. Il regarda la maison de l'autre côté de la rue, puis me regarda à nouveau. « Elle t'a vraiment jeté dehors. » J'acquiesçai. Il ferma les yeux une seconde comme s'il essayait fort de ne pas exploser. « Viens, tu ne restes pas ici. »« Je ne veux pas causer plus de problèmes, » murmurai-je. « Ce n'est pas toi qui les causes. » Il prit ma valise et m'aida à monter dans la voiture. Je regardai la maison une fois de plus. À l'étage, le rideau bougea. Quelqu'un regardait. Élodie, je le savais. Elle voulait s'assurer que je parte. Antoine me conduisit à son appartement de l'autre côté de la ville. C'était petit mais chaleureux, avec de la vaisselle propre sur l'égouttoir et une couverture bleu marine soigneusement pliée sur le canapé. Il fit du thé comme Robert en faisait, avec juste un peu de miel. Cela faillit me faire pleurer à nouveau. Nous nous assîmes à la table de sa cuisine tandis que le soleil se couchait. Pendant longtemps, aucun de nous ne dit grand-chose. Finalement, Antoine parla. « Mamie, il y a quelque chose que je dois te dire. » Son ton me serra l'estomac. « Qu'est-ce que c'est ?» Il hésita. Quelques jours avant la mort de papy, je suis passé à la maison pour déposer ses médicaments. Maman était dans son bureau. Je levai brusquement les yeux. « Son bureau ?» Il hocha la tête. Elle ne savait pas que j'étais là au début. Je l'ai entendu parler à quelqu'un en haut-parleur. Un homme, elle a dit, une fois le testament lu, elle sera hors de vue. Ensuite,
nous pourrons tout vendre rapidement. Ma tasse claqua contre la soucoupe. Quoi? Je ne voulais pas contrarier papy, alors je n'ai rien dit. Puis j'ai continué d'espérer. J'ai mal entendu. Mais après aujourd'hui, il déglutit difficilement. Mamie, je ne pense pas que ce soit juste du chagrin ou de la cupidité. Je pense que maman cache quelque chose. La pièce semblait plus froide. Je pensais aux papiers manquants, aux réunions secrètes, au sourire étrange d'Élodie quand je lui avais demandé de rester jusqu'à la lecture du testament. C'est exactement pourquoi tu dois partir maintenant. Mon cœur commença à battre la chamade. Quand est la lecture du testament? Demanda Antoine. Vendredi matin. Il se pencha en avant. Alors nous y allons ensemble. Je le fixai, la peur et l'espoir se mêlant en moi. Et si elle a raison? Et si Robert m'a vraiment laissé sans rien? Antoine tendit la main sur la table et prit la mienne. Alors je serai toujours là, dit-il. Mais mamie, je ne crois pas une seconde que papy la laisserait te faire ça. Je voulais le croire. Vraiment. Mais cette nuit-là, alors que je veillais sur le canapé d'Antoine, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain de la circulation, mon esprit ne trouvait pas le repos. Chaque souvenir semblait différent maintenant, comme si quelqu'un était revenu dans ma vie et en avait changé la forme pendant que je ne regardais pas. Vers minuit, mon téléphone vibra à nouveau. Numéros inconnus. Avec des doigts tremblants, j'ouvris le message. Si vous tenez à ce qui reste de votre famille, ne vous rendez pas chez l'avocat vendredi. Il n'y avait pas de nom, pas d'explication, juste cet avertissement. Et avant même que je puisse reprendre mon souffle, un autre message arriva. Il a changé le testament avant de mourir. Élodie le sait, mais elle ne sait pas tout. Je me redressai si vite que la couverture tomba au sol. Ma bouche était sèche. Parce que soudain, je compris une chose très clairement, me jeter dehors n'était que le début. Je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Je suis resté assise sur le canapé d'Antoine, mon téléphone à la main, fixant ces deux messages jusqu'à ce que les mots commencent à se brouiller. L'appartement était sombre, à l'exception de la petite lumière jaune au-dessus de la cuisinière. Le moindre bruit me faisait sursauter, le bourdonnement du réfrigérateur, le craquement du parquet, une voiture qui passait dehors. Si vous tenez à ce qui reste de votre famille, ne vous rendez pas chez l'avocat vendredi. Il a changé le testament avant de mourir. Élodie le sait, mais elle ne sait pas tout. Je les ai lus encore et encore. Ma première pensée fut qu'Élodie les avait envoyés pour m'effrayer. Cela aurait été son genre. Elle a toujours cru que la peur était le moyen le plus rapide de contrôler les gens. Mais quelque chose dans le second message était différent. Il ne semblait pas cruel. Il semblait urgent, presque comme un avertissement de quelqu'un qui en savait plus qu'il ne le devrait. Je regardai vers la porte de la chambre d'Antoine. Il travaillait tôt le matin, et l'idée de le réveiller me déplaisait. Il avait déjà tant fait pour moi, mais mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. Alors je frappai doucement à sa porte. Elle s'ouvrit presque aussitôt. Il se tenait là en t-shirt gris, les cheveux en bataille, les yeux pleins d'inquiétude. « Mamie, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui tendis le téléphone. Il lut les messages et le sommeil disparut de son visage. « Eh bien, dit-il doucement, ce n'est pas normal. »« Non, murmurai-je. »« Ça l'est. » Il entra dans le salon et s'assit à côté de moi sur le canapé. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Puis il demanda, « Tu as enregistré le numéro ?» Oui, bien. Il sortit son propre téléphone et prit une photo de l'écran. Puis il me regarda. « Est-ce que papy a jamais dit qu'il avait changé le testament ?» Je secouai la tête. Pas directement, mais environ 2 semaines avant sa mort, il m'a demandé où je gardais la boîte à photos bleue, celle avec tous les vieux papiers de famille. Oui. Je fronçai les sourcils, essayant de me souvenir. Il voulait notre certificat de mariage. Je lui ai demandé pourquoi, et il a dit, « Je veux juste m'assurer que tout est protégé comme il faut. » Je pensais qu'il parlait d'assurance ou de taxes. Je n'ai pas posé assez de questions. Antoine se pencha lentement en arrière. Papy savait que quelque chose n'allait pas. Les mots me frappèrent d'une douleur sourde. Peut-être Robert avait-il su. Peut-être avait-il vu ce qu'Élodie devenait et avait-il essayé de réparer les choses avant qu'il ne soit trop tard.
Mais s'il l'avait fait, pourquoi ne m'avait-il pas dit clairement? Pourquoi m'avait-il laissé dans l'ignorance pendant que notre fille se déplaçait dans notre maison comme une femme mesurant des rideaux pour une maison qu'elle possédait déjà? Je baissai les yeux vers mes mains. Je me demande toujours ce que j'ai manqué. La voix d'Antoine s'adoucit. Tu n'as pas tout manqué. Parfois les gens cachent des choses parce qu'ils savent que si tu vois la vérité, tu les arrêteras. Cela sonnait sage. Trop sage pour un jeune homme qui avait passé son enfance à regarder des sourires familiaux couvrir de vilains secrets. Il se leva et prépara du thé frais, bien qu'il fût presque 1h du matin. Nous nous assîmes ensemble en silence tandis que l'horloge tournait vers 2 heures, puis 3 heures. Enfin, il dit, demain, nous recommençons au début. Que veux-tu dire? Je veux dire, nous allons déterminer exactement quand maman a commencé à changer. Pas seulement devenir impoli, vraiment changer. Parce que les gens ne se réveillent pas un jour et jettent leur mère dans la rue. Quelque chose se préparait. Je voulais dire qu'il avait tort. Je voulais défendre la fille que j'avais connue. Mais au fond, je savais qu'il avait raison. Élodie avait changé depuis des années. J'ai rencontré mon mari, Robert Duval, quand j'avais 23 ans et que je travaillais dans une bibliothèque à Bourg-de-Cèdre, Missouri. Il est entré en demandant un livre sur les permis de construire, et je me souviens avoir pensé qu'il avait le sourire le plus gentil que j'ai jamais vu. Il était stable, patient et doux dans un monde rempli d'hommes bruyants qui essayaient d'impressionner tout le monde autour d'eux. Robert construisait des maisons, pas des tours géantes ou des hôtels tapa à accent Graveleuil, juste de bonnes maisons solides pour les familles qui voulaient quelque chose d'honnête et de durable. Il disait toujours, une maison doit se sentir sûre avant d'avoir l'air fantaisie. C'était tout Robert. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Nous n'étions pas riches à l'époque. Nous avions une voiture d'occasion qui claquait au feu rouge, un petit duplex loué, et une cuisine si petite que nous devions ouvrir les tiroirs à tour de rôle. Mais nous rions tout le temps. Nous étions une équipe. Quand Élodie est née, Robert a pleuré plus fort que moi. Il la tenait comme si elle était envers et lui a murmuré, « Je vais donner le monde à cette fille. » Et pendant longtemps, il a essayé. Élodie a grandi dans une maison pleine d'amour. Nous n'étions pas des parents parfaits, mais nous étions présents. Nous applaudissions aux pièces de théâtre de l'école, applaudissions au récital de piano, veillions pendant les fièvres et économisions pour l'université. Robert la gâtait parfois, oui, mais de manière inoffensive. Une glace après les visites chez le dentiste, des matins d'anniversaire avec des ballons attachés à sa chaise, des mots glissés dans les sacs à lunch. Elle était brillante, drôle et charmante, le genre d'enfant qui pouvait faire rire toute une pièce. Mais même enfant, Élodie avait un trait qui m'inquiétait. Elle détestait entendre « non ». Quand elle avait 8 ans, elle a fait une crise à une fête d'anniversaire parce qu'un autre enfant avait eu la plus grosse part de gâteau. Quand elle avait 13 ans, elle a menti à une enseignante et a blâmé une camarade de classe pour avoir triché à un test de sciences. Quand elle avait 16 ans, elle a pris de l'argent de mon sac à main et a juré qu'elle ne l'avait pas fait jusqu'à ce que Robert trouve les billets dans sa commode. Chaque fois, il y avait des larmes, des promesses, des excuses. Et chaque fois, Robert disait, « Elle est jeune. Elle en guérira. » Parfois, elle semblait s'améliorer. Elle est allée à l'université. Elle a trouvé un emploi en marketing à Saint-Louis. Elle a épousé un homme nommé David pendant 3 années très bruyantes et très coûteuses. Puis ce mariage s'est effondré dans un nuage de dettes, de cartes de crédit secrètes et de vilaines disputes. À ce moment-là, Antoine avait 12 ans. Il venait souvent chez nous, d'abord le week-end, puis des semaines entières pendant l'été, puis de plus en plus après que le divorce d'Élodie soit devenu amer. Il aimait le calme de notre maison. Il aimait l'atelier de Robert dans le garage et les toasts à la cannelle que je faisais le samedi matin. Il était toujours un enfant attentif, le genre à remarquer quand quelqu'un souffrait avant qu'il ne dise un mot. Élodie, en revanche, ne venait surtout que quand elle avait besoin de quelque chose. Robert pouvait-il l'aider à couvrir un paiement de voiture? Pouvions-nous lui prêter de l'argent avant que son bonus n'arrive? Pouvions-nous l'aider à surmonter une urgence qu'elle promettait être la dernière? Robert disait généralement oui. Je m'inquiétais généralement et au fil des ans, les urgences ne cessaient de se présenter. Au début, les montants étaient petits, puis ils ne l'étaient plus. 5 000 pour un acompte de condo. 10 000 pour régler une erreur commerciale. 15 000 parce qu'elle avait fait confiance aux mauvaises personnes. Robert soupirait, signait le chèque et disait, « C'est toujours notre fille.
Je répondais, oui, mais c'est aussi une femme adulte. Cette dispute a vécu tranquillement entre nous pendant des années. Pourtant, malgré tout, je n'aurais jamais imaginé qu'Élodie deviendrait cruelle. Égoïste, peut-être. Insouciante parfois, mais cruelle, non. Une mère n'aime pas imaginer cela de son enfant. Même quand les signes sont là, l'amour peut faire détourner le regard. Le matin après les messages, Antoine partit travailler à 7 heures et me supplia de garder la porte fermée à clé. Je lui promis de le faire. L'appartement semblait trop immobile une fois qu'il fut parti. Je lavais ma tasse, pliais la couverture et essayais de me rendre utile, mais mon esprit restait fixé sur vendredi et la lecture du testament. À 10 heures du matin, mon téléphone sonna. C'était ma sœur Catherine. J'ai failli ne pas répondre. J'étais fatigué, embarrassé et pas prête à raconter l'histoire à voix haute. Mais si je l'ignorais, elle ne ferait que s'inquiéter davantage. Marguerite, dit-elle dès que je décrochais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Élodie avait déjà raconté quelque chose aux gens. Je m'assis à la petite table d'Antoine et dis, quelle version as-tu entendue? Mais Catherine fit un petit bruit triste, que tu avais eu une sorte de crise après la mort de Robert, qu'Élodie s'inquiétait pour ta santé et voulait que tu sois quelque part de plus stable. Pendant une seconde entière, je ne pus parler. Une crise, plus stable. Je ris alors, mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était le genre qui vient quand la vérité est si laide qu'elle en devient presque intelligente. Elle m'a jeté dehors, dis-je avec une valise. Catherine resta silencieuse. Puis elle murmura, « Oh, Marguerite !» Il fallut 20 minutes pour tout lui raconter. Quand j'eus fini, elle était furieuse. « Cette fille a toujours eu un côté méchant, dit-elle. Tu te souviens quand elle a dit à tante Alice que ce bracelet bon marché était faux, devant tout le monde à Noël? » Malgré moi, je fis un faible sourire. Elle avait 10 ans et était assez grande pour savoir mieux. La colère de Catherine me réchauffa d'une étrange manière. Non pas parce que j'aimais entendre Élodie critiquer, mais parce que quelqu'un me croyait immédiatement. Pas de question, pas de doute, juste la croyance. Puis Catherine dit quelque chose qui me fit me redresser. Robert m'a appelé le mois dernier. Quoi? Il a demandé si tu étais avec moi. J'ai dit non. Il a semblé soulagé. Mon cœur manqua un battement. Soulagé. Il a dit, bien. Alors je peux parler librement. Marguerite, il m'a demandé si Élodie m'avait déjà emprunté de l'argent. Je serrai le bord de la table. Pourquoi? Elle ne l'avait pas fait. Je le lui dis. Puis il a demandé si j'avais déjà vu des lettres ou des avis arriver chez vous avec des tampons rouges ou des marques légales. Je fermai les yeux. Il y avait eu des lettres, 3 dont je me souvenais. Élodie les avait prises dans la pile de courrier, disant qu'elles étaient des déchets d'un ancien problème d'assurance. Qu'est-ce que tu lui as dit, demandai-je. La vérité, que je n'avais rien vu. Puis il a dit, s'il m'arrive quelque chose, assure-toi que Marguerite se rende chez l'avocat en personne. Ne laisse pas Élodie s'en occuper seule. Je pressai ma main sur ma bouche. La pièce devint floue. Robert avait su. Pas tous les détails peut-être, mais suffisamment pour avoir peur, suffisamment pour planifier, suffisamment pour appeler ma sœur dans mon dos parce qu'il pensait que notre propre fille pourrait me cacher la vérité. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt, murmurai-je. Catherine semblait peinée. Parce qu'il m'a demandé de ne pas le faire à moins d'y être obligé. Il a dit qu'il espérait être juste paranoïaque. Après sa mort, j'ai pensé qu'Élodie ferait ce qu'il fallait. J'avais tort. Je mis fin à l'appel les larmes aux yeux et une étrange petite flamme de force commençant à s'élever sous tout le chagrin. Il ne s'agissait plus seulement de sentiments blessés ou de drames familiaux. Il s'agissait de mensonges. Il s'agissait de documents déplacés en secret, d'histoires tordues dans mon dos et d'une fille qui voulait que je parte avant que j'entende quelque chose d'important. À midi, quelqu'un frappa à la porte de l'appartement d'Antoine. 3 coups fermes. Je me figeai. Ma première pensée fut Élodie. Ma deuxième pensée fut ce numéro anonyme. Ma troisième pensée fut la peur pure. Je me suis discrètement dirigé vers le Judas. C'était Lisa, ma nièce, la fille de Catherine. 32 ans, pratique, vive, jamais en retard. Dès que j'ouvris la porte, elle brandit un sac de boulangerie et dit « Maman a envoyé des renforts.
Je la laissai entrer si vite que je faillis serrer les pâtisseries dans mes bras. Elle posa le sac sur le comptoir et regarda autour de l'appartement. « C'est laquelle t'as mise ?» J'acquiesçai. La bouche de Lisa se serra. Incroyable. Elle avait toujours vu Élodie clairement. Les deux étaient proches en âge, mais opposés à presque tous égards. Lisa travaillait comme parajuriste pour un cabinet d'avocats de taille moyenne à Saint-Louis. Elle lisait des contrats pour le plaisir. Elle classait ses factures par couleur. Elle avait un jour retourné une lampe à un magasin parce que le libellé de la garantie était sournois. S'il y avait une personne en qui j'avais confiance pour flairer des problèmes juridiques, c'était Lisa. Je lui racontais les messages. Je lui racontais ce que Catherine avait dit. Je lui racontais qu'Antoine avait entendu Élodie parler de tout vendre rapidement. Lisa écouta sans l'interrompre. Puis elle dit, « D'accord, voici ce que je pense. » Elle leva un doigt. « Votre fille voulait que vous partiez avant la lecture du testament parce qu'elle avait peur que vous contestiez quelque chose. » Deuxième doigt. Soit Robert a mis à jour le testament très tard, soit il a ajouté des instructions en dehors de la liste principale des dons, des clauses de fiducie, des droits d'occupation, des transferts différés, quelque chose comme ça. Troisième doigt. Élodie agissait comme si elle possédait déjà tout. Cela signifie soit qu'elle a vu une ébauche plus ancienne et suppose qu'elle s'applique toujours, soit qu'elle a vu une partie des documents finaux et les a mal compris. Je la fixais. Les gens peuvent-ils si mal comprendre un testament? Lisa me lança un regard sec. Une personne aveuglée par l'avidité peut presque tout mal comprendre. Cela me fit rire pour la première fois depuis la mort de Robert. Ce n'était qu'un petit rire, mais cela me donna l'impression que l'air revenait dans une pièce fermée à clé. Lisa resta tout l'après-midi. Elle m'aida à noter chaque détail dont je pouvais me souvenir du mois dernier, date, réunion, papier manquant, commentaires faits par Robert, lettres interceptées par Élodie. Même de petites choses, comme le jour où Robert a demandé où était la boîte à photos bleue, et la fois où je suis entré dans son bureau et qu'Élodie a fermé un dossier trop rapidement. Les petites choses comptent, dit Lisa, écrivant rapidement. Les gros mensonges sont faits de petits morceaux. À 17h, nous avions 3 pages complètes. Quand Antoine est rentré, gras du garage et fatigué, il a eu l'air surpris de nous voir travailler à la table de la cuisine comme des détectives. Lisa lui a tendu une page sans un mot. Il l'a lu, puis m'a regardé. Alors, nous faisons vraiment ça. J'ai rencontré son regard. Oui. Il a hoché la tête une fois. Bien. Ce soir-là, nous 4 moi, Antoine, Catherine au haut-parleur, et Lisa avec son bloc-notes avons examiné toutes les possibilités. La pièce était remplie de tasses de café, de pâtisseries à moitié mangées et de tensions. Puis Antoine a dit quelque chose que personne d'entre nous n'avait envisagé, et si maman n'agissait pas seule? La pièce devint immobile. Lisa baissa son stylo. Tu veux dire un petit ami? Ou un associé? Ou quelqu'un à qui elle doit de l'argent? La voix de Catherine crépita à travers le téléphone. Elle a toujours voulu plus que ce qu'elle gagnait. Antoine se frotta l'arrière du cou. Il y a environ 6 mois, elle a commencé à fréquenter un homme nommé Fabien Dubois. Je ne l'ai rencontré que 2 fois. Montre chère, dents très blanches. Il appelait Papy après l'avoir connu 10 minutes. Papy détestait ça. Je fronçai les sourcils. Fabien. Antoine acquiesça. Il parlait beaucoup de lui débloquer de la valeur et de lui liquider des actifs. Disait que les familles s'asseyent sur de l'argent mort tout le temps. Maman adorait l'écouter. Argent mort. L'expression me fit tordre l'estomac. Notre maison n'était pas de l'argent mort. C'était là que Robert avait appris à Antoine à poncer le bois dans le garage. C'était là qu'Élodie avait fait ses premiers pas en s'accrochant à la table basse. C'était là que nous dansions lentement dans la cuisine quand l'électricité avait été coupée un hiver et que la radio était la seule chose qui fonctionnait encore. Cette maison était vivante de souvenirs. Mais pour les mauvaises personnes, la mémoire n'est qu'un obstacle à une vente. Lisa prit une note. Fabien Dubois, il faut se souvenir de ce nom. La nuit tombait doucement à l'extérieur des fenêtres, mais à l'intérieur de l'appartement d'Antoine, l'air semblait épais de vérité s'approchant. À 20h43, le téléphone d'Antoine vibra sur la table. Il jeta un coup d'œil à l'écran et pâlit. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. Il déglutit.
C'est maman. Mon cœur fit un bond. Il décrocha et le mit en haut-parleur. La voix d'Élodie parvint, douce et froide. Antoine, je sais que mamie est avec toi. Aucun de nous ne parla. Puis elle dit, dis-lui d'arrêter de fouiller. Si elle va voir cet avocat vendredi, elle le regrettera pour le reste de sa vie. Un frisson me traversa. Lisa saisit son stylo. La mâchoire d'Antoine se serra. Il dit très prudemment, pourquoi mamie regretterait-elle d'entendre le testament de papy? Il y eut une pause. Puis Élodie rit. C'était un son doux et laid. Parce que, dit-elle, certaines vérités ne sauvent pas les familles. Elles les détruisent. Et avant que nous puissions poser une autre question, elle raccrocha. Pendant quelques secondes après la fin de l'appel, personne dans l'appartement ne bougea. C'était comme si l'air lui-même s'était arrêté. Antoine baissa lentement son téléphone et fixa l'écran vide. Le stylo de Lisa était toujours dans sa main, mais elle n'écrivait plus. Même Catherine, toujours en haut-parleur, s'était tue. Je fus la première à parler. Elle m'a menacé. Ma voix sortit plus petite que je ne l'aurais voulu, mince, tremblante. Antoine leva les yeux rapidement. Elle a fait plus que te menacer. Lisa hocha la tête. Cet appel compte beaucoup. La voix de Catherine crépita à travers le haut-parleur. Marguerite, écoute-moi. Ne sois pas seule demain. Pas même pendant 5 minutes. Demain. Vendredi. La lecture du testament. Je posai mes deux mains à plat sur la table car elle s'était remise à trembler. Ma propre fille venait de me prévenir de ne pas aller entendre les dernières volontés de mon mari, et d'une manière ou d'une autre. Cela m'effrayait encore plus que d'être jeté hors de ma maison parce que les gens n'agissent pas comme ça à moins d'être désespérés et les gens désespérés sont dangereux. Antoine se pencha en avant. Mamie, je prends ma journée demain. Tu n'as pas à faire ça, dis-je automatiquement, même si une partie de moi le suppliait déjà de ne pas me quitter. Oui, je dois. Sa réponse fut ferme, presque dure, et pendant une brève seconde, je vis Robert en lui si clairement que cela me fit mal à la poitrine. Mon mari avait le même regard chaque fois qu'il décidait que quelque chose comptait plus que la commodité. Lisa referma son carnet. Je viendrai aussi. Je clignai des yeux. Au bureau de l'avocat? Oui. Je ne suis pas de la famille par le sang assez proche pour avoir de l'importance dans le testament, mais je connais suffisamment la loi pour écouter attentivement et remarquer si quelqu'un essaie quelque chose d'intelligent. Catherine fit un petit bruit d'approbation à travers le téléphone. Bien. Bien. Prenez des témoins. Le mot « témoin » rendait tout cela encore plus sérieux. Pas une réunion de famille. Pas un triste rendez-vous légal après un décès. Des témoins. Je me sentis soudain fatigué jusqu'aux os. Robert n'était parti que depuis 6 jours, et déjà sa mort était devenue un champ de bataille. Cette nuit-là, aucun de nous ne dit grand-chose de plus. Lisa partit vers 22 heures après m'avoir serré si fort que mes yeux se remplirent à nouveau de larmes. Antoine vérifia les serrures 2 fois. Puis il étendit des couvertures supplémentaires sur le canapé même si je lui avais dit que j'allais bien. Je n'allais pas bien. Je veillais dans l'obscurité, fixant le plafond. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Élodie à la porte d'entrée, trouve un autre endroit où mourir. La cruauté de ces mots brûlait encore plus fort dans l'obscurité. Non pas seulement parce qu'elle voulait la maison, non pas seulement parce qu'elle voulait l'argent, mais parce qu'elle avait choisi ces mots exacts. Elle avait voulu me blesser. Elle avait voulu que je me sente vieille, indésirable et finie. Ce genre de cruauté n'apparaît pas de nulle part. Elle grandit. Elle se nourrit de l'envie, de l'amertume, de la cupidité et de la longue habitude de ne jamais entendre « non ». Vers 2 heures du matin, je me levai et entrai discrètement dans la cuisine d'Antoine pour boire de l'eau. L'appartement était frais et silencieux. Alors que je me tenais près de l'évier, je regardais par la petite fenêtre au-dessus du comptoir. Une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue. Peut-être que cela ne voulait rien dire. Peut-être appartenait-elle à un voisin, mais le moteur était éteint, et pourtant j'avais l'horrible sensation que quelqu'un était assis à l'intérieur, observant l'immeuble. Je reculai de la fenêtre et restai immobile. Au bout d'une minute, la voiture s'éloigna. Je me suis dit que j'imaginais des choses. Le chagrin peut faire en sorte que chaque ombre ressemble à une menace.
La peur peut transformer une voiture garée en un espion. Mais même après être retourné sur le canapé, le sommeil ne vint pas. Le matin, j'avais l'estomac noué. Antoine prépara des toasts que je pouvais à peine manger. Il portait une chemise boutonnée propre au lieu de ses vêtements de travail. Elisa arriva juste après 8 heures, portant du café et un visage figé. Elle était habillée simplement, mais il n'y avait rien de doux dans sa façon de bouger. Elle avait l'air prête pour la guerre. Je portais ma robe bleu marine, celle que Robert disait toujours me faire paraître forte. J'avais besoin d'être forte. Le bureau de l'avocat se trouvait au 2e étage d'un vieil immeuble en briques du centre-ville de Bourg-de-Cèdre. Robert avait utilisé le même avocat, maître Simon Lefebvre, pendant près de 20 ans. Je l'avais rencontré plusieurs fois. Il était prudent avec les mots, patient avec les détails, et pas facilement impressionné par les riches qui essayaient de le presser. Cela me réconforta un peu jusqu'à ce que nous sortions de l'ascenseur et voyions Élodie déjà là. Elle se tenait près du bureau d'accueil dans un tailleur blanc avec des boucles d'oreilles dorées, comme si elle assistait au lancement d'une entreprise plutôt qu'à la lecture du testament de son père. À côté d'elle se tenait un homme grand aux chaussures marron brillantes, à la cravate vive et à un sourire qui semblait peint. Fabien Dubois. Je le reconnus aussitôt. Avant même qu'Antoine ne murmure son nom. Fabien se tourna le premier et nous vit. Son sourire resta en place, mais quelque chose d'aigu traversa ses yeux. Élodie se tourna ensuite. Dès qu'elle me vit, son visage se durcit. Puis elle vit Antoine et Lisa avec moi, et sa mâchoire se serra. « Eh bien, dit-elle froidement, vous avez apporté toute une petite équipe. » Lisa répondit avant que je ne puisse le faire, « Bonjour à vous aussi. » Fabien s'avança, une main à moitié levée, essayant d'avoir l'air chaleureux et inoffensif. « Marguerite, je suis tellement désolé pour votre perte. » Je le fixai. Il sentait le parfum cher et le faux charme. J'avais déjà rencontré des hommes comme lui, des hommes qui étudiaient les pièces comme les joueurs étudient les cartes, des hommes qui parlaient doucement parce que la douceur était moins chère que l'honnêteté. Nous nous sommes déjà rencontrés, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Son sourire vacilla pour la première fois, juste brièvement. Fabien Dubois. Oui, dis-je. Vous êtes celui qui parle des familles comme s'il s'agissait de plans d'investissement. Ses sourcils bondirent. Antoine toussa soudainement, cachant ce qui ressemblait étrangement à un rire. Élodie me lança un regard noir. Mère, ce n'est ni le moment ni le lieu. Drôle, dis-je doucement. Vous ne vous êtes pas soucié du moment ou du lieu quand vous avez mis ma valise sur le porche. Son visage changea alors. Pas beaucoup, juste un infime changement. Mais je le vis. La peur. Elle avait peur que je dise les choses à voix haute devant des témoins. Bien. Pendant trop longtemps, j'avais ravalé ma douleur pour maintenir une paix qui n'était jamais réelle. Une réceptionniste aux lunettes argentées sortit et dit « Maître Lefebvre va vous recevoir maintenant. » Nous la suivîmes dans une longue salle de conférence avec du bois poli, 3 fenêtres et des étagères remplies de lourds ouvrages de droit. Au fond se tenait maître Simon Lefebvre, aux cheveux gris et sérieux, un dossier ouvert devant lui. Il se leva quand il me vit. « Madame Duval, dit-il doucement. Mes plus sincères condoléances. » Merci, Simon. Ses yeux se posèrent sur Élodie, puis sur Fabien, puis sur Antoine et Lisa. Il hocha la tête une fois, comme s'il saisissait toute la configuration de la pièce avant le début de la tempête. Veuillez vous asseoir. Nous nous exécutâmes. Élodie et Fabien d'un côté, moi, Antoine et Lisa de l'autre. Cela ressemblait moins à une réunion qu'à deux qu'en traçant une ligne au milieu d'un champ de bataille. Simon joignit les mains. Avant de commencer, je dois clarifier quelque chose. Monsieur Robert Duval a mis à jour ses documents successoraux 17 jours avant son décès. Le testament final devant moi est le seul testament valide reconnu par ce cabinet. 17 jours. Lisa prit la plus petite des notes sur son carnet. En face de moi, le sourire de Fabien disparut. Élodie se redressa. Mis à jour comment? Simon la regarda calmement. Je lirai le document en entier. Non, dit-elle trop rapidement. Résumez simplement les actifs. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. C'était là encore. Ce désespoir, ce besoin de se presser. Le ton de Simon resta poli, mais il devint plus ferme.
Je lirai le document en entier. Élodie serra les lèvres et ne dit rien de plus. Alors Simon commença. Au début, cela ressemblait à n'importe quelle lecture légale. Des mots formels, des dates, des noms, des confirmations que les ébauches précédentes étaient révoquées. Puis il énuméra quelques dons que Robert avait faits. 5% à l'hôpital pour enfants où il avait reçu des soins, des montants fixes aux missions de l'Église, de petits dons à 2 employés de longue date de son entreprise de construction. J'ai souri à travers mes larmes à ce moment-là. Cela ressemblait à Robert. Même dans la mort, il se souvenait encore des gens qu'il avait soutenus. Puis Simon tourna une page. La résidence familiale sur l'allée des Saules, l'utile, ne sera ni vendue, ni transférée, ni hypothéquée, ni modifiée en termes de propriété pendant une période de 3 ans suivant mon décès. Élodie fit un son aigu dans sa gorge. Fabien s'agita sur sa chaise. Antoine me regarda et je retins ma respiration une seconde. Simon continua, pendant cette période de 3 ans, ma femme Marguerite Duval jouira de droits résidentiels exclusifs à vie, à moins qu'elle ne choisisse volontairement le contraire. Toutes les dépenses liées à l'entretien de la résidence pendant cette période seront payées par la succession. Élodie se leva d'un bond si soudain que sa chaise racla bruyamment le sol. C'est ridicule. Simon ne cligna même pas des yeux. Asseyez-vous, Élodie. Elle ne peut pas avoir des droits à vie si la maison est à moi. Simon la regarda directement. Elle n'est pas à vous pour le moment. La pièce devint silencieuse. J'entendais le tic-tac de l'horloge murale. Fabien se pencha vers Élodie et murmura, mais elle lui repoussa la main sans même regarder. Simon continua la lecture. L'intérêt résiduel dans la résidence familiale sera transmis à ma fille, Élodie Duval, seulement si les conditions suivantes sont remplies. Élodie se rassit lentement. Son visage était devenu pâle. Elle ressemblait exactement à une personne montant sur un pont qu'elle croyait solide, pour entendre seulement qu'il craquait sous elle. Simon lut chaque condition une par une. Élodie ne doit pas contester le testament. Élodie ne doit pas tenter de me retirer du domicile. Élodie ne doit pas me faire pression ni m'intimider de quelque manière que ce soit. Élodie ne doit conclure aucun accord de vente ni arrangement financier impliquant la propriété avant la fin de la période de 3 ans. Et si elle violait l'une de ces conditions, son héritage de la maison serait entièrement révoqué. Révoqué. Le mot atterrit comme le tonnerre. Élodie fixa Simon comme si elle ne comprenait plus le français. Le visage de Fabien avait également perdu toute couleur. Antoine tendit la main sous la table et me serra la main si doucement que je faillis pleurer. Mais Simon n'avait pas terminé. Dans le cas où ma fille Élodie Duval violerait l'une des conditions ci-dessus, l'utile, la résidence sera transférée à mon petit-fils Antoine Duval, à condition qu'il permette à Marguerite Duval d'y résider en paix pour le reste de sa vie. Cette fois, la chaise ne racla pas. Cette fois, Élodie se figea simplement. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot n'en sortit. Antoine semblait stupéfait. Je me tournai vers lui et les larmes coulèrent sur mon visage. Robert. Oh, Robert, il avait vu plus que je ne le savais. Il m'avait protégé. Même d'au-delà de la tombe, il m'avait protégé. Élodie claqua soudainement la main sur la table. C'est de la manipulation, siffla-t-elle. Elle l'a empoisonné contre moi. Je la regardais incrédule. Je t'ai supplié de me laisser rester dans ma propre maison. Tu as toujours joué la victime. Les mots lui échappèrent si fort que même l'assistante de Simon leva les yeux de son bureau derrière la vitre. Et puis, pour la première fois, Élodie cessa de faire semblant. Tout le chagrin lisse, tout l'acte de la fille parfaite disparut. À la place se tenait quelque chose de brut et de laid. Je méritais cette maison, claqua-t-elle. Je méritais tout ça. Avez-vous une idée de la quantité de ma vie que j'ai gaspillée à attendre qu'il me fasse confiance ? À attendre qu'il me donne ce qui aurait dû être à moi. De toute façon, je ne pouvais pas parler parce que je comprenais soudain quelque chose de terrible. Il ne s'agissait pas d'une mauvaise semaine. Cela vivait en elle depuis des années. La voix de Simon tomba comme un marteau. Élodie, maîtrisez-vous. Mais elle était hors de contrôle maintenant. Elle se tourna vers moi, les yeux brillants de rage, et dit, il a changé ça parce qu'il a découvert les prêts. D'accord. C'est ce que tout le monde veut entendre ? Il a découvert que j'avais utilisé les fichiers de propriété pour obtenir un financement relais.
Heureux maintenant? La pièce explosa dans le silence. Le stylo de Lisa cessa de bouger. La tête d'Antoine se releva brusquement. Mes oreilles sonnaient parce que je comprenais chaque mot qu'elle avait prononcé. Et Simon Lefebvre aussi. Il devint très immobile. Élodie, dit-il lentement. Quel prêt? Le visage d'Élodie changea. Dès que ces mots quittèrent sa bouche. Pas plus doux. Pas désolé. Juste choqué d'avoir trop parlé dans une pièce pleine de gens qui comprenaient maintenant exactement à quel point c'était grave. Pendant une longue seconde, personne ne bougea. Puis Simon Lefebvre referma le dossier devant lui avec des mains calmes et prudentes et dit « Je vais demander à tout le monde de rester assis ». Sa voix était basse, mais elle portait dans toute la pièce. Élodie regarda Fabien. Fabien ne la regarda pas en retour. Cela seulement dit plus que des mots. Un homme qui s'était tenu à ses côtés si calmement dans le hall était soudain très intéressé par le grain de la table. Il ressemblait à quelqu'un qui essayait de décider s'il fallait mentir, fuir ou rester silencieux et espérer que le silence serait le meilleur. Antoine se pencha en avant. « Maman, quel prêt ?» Élodie se tourna vers lui si vite que je sursautai. « Ne te mêle pas de ça. »« Non, dit-il, sa voix tremblant maintenant. Non pas de peur, mais de douleur. Tu as jeté mamie hors de sa propre maison. Tu l'as menacée. Et maintenant tu parles de prêt contre les dossiers de propriété de papy. Je ne me mêle de rien. » Simon leva une main. « Antoine, laissez-la répondre. » Élodie se leva à nouveau. « Je n'ai pas à répondre à tout cela maintenant. » Les yeux de Simon ne la quittèrent pas. « En fait, parce que vous venez de faire une déclaration qui pourrait affecter l'administration de cette succession, vous feriez bien de répondre très attentivement. » Lisa se redressa à côté de moi. Elle ressemblait moins à ma nièce qu'à un faucon qui venait de voir un mouvement dans l'herbe. Fabien prit enfin la parole. « Peut-être devrions-nous tous nous calmer. Les gens sont émotifs. Robert vient de mourir. » Je me tournai et le regardai. C'était là encore. Cette voix douce, ce non-sens poli, le genre que les gens utilisent quand ils espèrent que des mots calmes couvriront de vilains faits. Simon lui jeta un regard froid. « Et vous êtes ici à quel titre, monsieur Dubois ?» Fabien ajusta sa cravate. « En tant que soutien. » Lisa laissa échapper le plus petit des sons, presque un rire. Simon joignit les mains. « Alors vous pouvez continuer à soutenir sans parler pour mademoiselle Duval. » La mâchoire de Fabien se serra. « Bien, pensai-je. Qu'ils se sentent mal à l'aise. Que tous deux ressentent ce qu'ils m'avaient fait ressentir, debout sur ce porche avec une valise à la main et nulle part où aller. » Simon se tourna vers Élodie. « Maintenant, expliquez ce que vous vouliez dire par utiliser les dossiers de propriété pour obtenir un financement relais. » La respiration d'Élodie avait changé. Elle était plus rapide maintenant, plus aiguë. Je connaissais ce regard sur son visage. Elle l'avait eu enfant, juste avant de blâmer quelqu'un d'autre pour ce qu'elle avait fait. J'essayais de résoudre un problème temporaire, dit-elle enfin. Quel problème, demanda Antoine. Elle lui lança un regard dur, mais Simon répondit pour elle, elle nous le dira. Élodie posa les deux paumes à plat sur la table. Après mon divorce, les choses sont devenues plus difficiles que personne ne le savait. J'ai failli en rire. Les choses sont devenues plus difficiles. Elle fit passer ça pour un simple coup de mauvais temps, et qu'elle avait simplement oublié un parapluie. Pas comme si elle avait emprunté de l'argent pendant des années, menti à ce sujet, et construit une vie plus grande qu'elle ne pouvait se permettre. Mon entreprise de conseil a ralenti, continua-t-elle. Puis je me suis impliqué dans un groupe d'investissement. Fabien m'a présenté des gens qui disaient pouvoir aider. La tête de Fabien se tourna vers elle. Élodie. Non, dit-elle sèchement. J'en ai assez de protéger tout le monde. Cette phrase atterrit étrangement dans ma poitrine. Non pas parce qu'elle était noble, elle ne l'était pas, mais parce qu'elle révélait quelque chose d'important. Elle avait protégé des gens, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas fait tout cela seule. Simon acquiesça une fois. Continuez. Élodie déglutit. J'avais besoin de liquidités à court terme. Au début, c'était juste censé couvrir les pertes commerciales jusqu'à ce qu'une transaction de redressement de propriété soit conclue. Puis le redressement a échoué. Puis il y a eu des pénalités.
puis plus d'emprunt. Combien, demanda Lisa avant de pouvoir se retenir. Élodie la regarda avec un dégoût évident. Ça ne vous regarde pas. Lisa ne cligna pas des yeux. Vous en avez fait notre affaire quand vous avez utilisé les fichiers de propriété de la famille. Simon regarda Élodie. Répondez à la question. La voix d'Élodie baissa. Un peu plus de 4 millions. Je sentis la pièce basculer. 4 millions. Mon mari avait passé des décennies à travailler soigneusement, à planifier soigneusement, à économiser soigneusement, et notre fille avait dépensé des millions comme un enfant ouvrant des tiroirs dans le noir. Antoine devint livide. 4 millions de dollars? Les yeux d'Élodie brillèrent. J'ai dit que je réparais ça en jetant mamie dehors et en vendant la maison. Elle se tourna vers lui. En liquidant des actifs avant que les prêteurs ne fassent plus pression. Ma bouche devint sèche. C'était là. Simple et laid. Pas du chagrin, pas de la confusion, pas même de la simple cupidité. Pression, dette, peur, et derrière tout cela, le plan pour résoudre son désastre en utilisant la seule chose qui avait encore assez de valeur pour la sauver, notre maison. La maison que Robert avait construite de ses propres mains. La maison où notre famille avait célébré des anniversaires, pleuré à travers les maladies, et attendu près de la fenêtre la neige. Pour Élodie, c'était devenu une corde de sauvetage pour ses mensonges. Le visage de Simon était devenu très immobile. Avez-vous signé des accords impliquant la propriété de l'allée des Saules? Élodie hésita. Cette petite pause fut toute la réponse dont quiconque avait besoin. Fabien parla trop vite. Rien de définitif. Simon se tourna vers lui sèchement. Je ne vous ai pas demandé. Antoine se leva à moitié de sa chaise. Maman, as-tu mis la maison de papy dans une sorte de contrat de prêt? Ce n'était pas la maison elle-même, dit Élodie, sur la défensive maintenant, les mots s'échappant plus vite. C'étaient des documents de soutien, des fichiers d'évaluation, des projections successorales, des structures de détention préliminaires. Je pensais qu'une fois que papa serait décédé et que le transfert serait effectué, j'aurais l'autorité de tout régler. Je la fixais. Elle le dit si froidement. Une fois que papa serait décédé. Pas, si quelque chose arrivait. Pas, si l'avenir changeait. Une fois que papa serait décédé. Comme si sa mort était devenue une date dans un plan d'affaires. Élodie, dis-je doucement, et toute la pièce se tourna vers moi. Attendais-tu la mort de ton père? Pour la première fois depuis le début, une vraie honte traversa son visage. Pas assez de honte, pas une honte propre, mais quelque chose. Et puis, comme toujours, elle la couvrit de colère. Je me noyais, dit-elle. Comprenez-vous ça, me noyer? Chaque mois, les appels devenaient pires. Chaque mois, les chiffres devenaient plus grands. Fabien a dit que si je pouvais juste tenir le coup jusqu'au transfert de succession, je pourrais tout réparer. Je regardais Fabien. Il avait l'air furieux maintenant, mais pas embarrassé. Furieux parce que son plan s'écroulait. Alors, je posai la question que personne d'autre n'avait encore posée. Qu'est-ce que Fabien en a retiré? La pièce redevint silencieuse. Le sourire de Fabien, mais le sourire était mort maintenant. C'est une question injuste. Alors, répondez-y, dit Lisa. Il se pencha en arrière dans sa chaise. J'ai conseillé Élodie, c'est tout. Les yeux de Lisa se plissèrent. Gratuitement? Il ne répondit pas. Simon parla. On vous a promis des honoraires, monsieur Dubois. Fabien resta silencieux. Antoine laissa échapper un petit rire sec. Bien sûr que oui. Élodie sembla soudain épuisée, comme si toute la force qui la maintenait droite commençait à s'échapper. Il allait aider à restructurer la vente. Comme c'est généreux, murmura Lisa. La voix de Simon devint encore plus froide. Une vente de propriété que vous ne possédiez pas encore. Élodie ouvrit la bouche, puis la referma, car il n'y avait plus rien à dire qui ne paraisse aussi mauvais que la vérité. Je suis resté là à tout entendre, et quelque chose en moi a changé. Jusque-là, j'avais surtout été blessé, le cœur brisé, choqué, mais maintenant un autre sentiment s'élevait à travers le chagrin, la clarté. Élodie ne m'avait pas seulement trahi dans un accès de cruauté après la mort de Robert. Elle avait construit tout un chemin secret vers ce moment. Elle avait laissé Fabien la pousser.
Elle avait caché des lettres, intercepté des papiers, précipité Robert dans des réunions privées, et quand il a changé le testament pour me protéger, elle avait paniqué, m'avait jeté dehors. Et avait espéré que la peur me tiendrait éloigné de l'avocat assez longtemps pour qu'elle puisse contrôler l'histoire. Simon ouvrit un autre dossier de la pile à côté de lui. J'ai autre chose qui pourrait t'aider à clarifier les choses. Élodie le fixa. Il sortit une enveloppe scellée. Sur le devant, de l'écriture familière de Robert, il y avait les mots « à ouvrir en présence de Marguerite seulement en cas de conflit après ma mort ». Je retins mon souffle. Je connaissais cette écriture. Je connaissais la légère inclinaison des lettres, la manière soigneuse dont il barrait ses T, la pression qu'il exerçait quand quelque chose comptait profondément. Pendant une seconde, j'oubliais tout le monde dans la pièce. C'était comme si Robert avait traversé la mort elle-même pour me déposer une dernière chose entre les mains. Simon me regarda doucement. « Voulez-vous que je le lise ?» Je pouvais à peine parler. « Oui. » Il ouvrit soigneusement l'enveloppe et déplia la lettre. Quand il commença à lire, la voix de Robert remplit la pièce dans mon esprit si clairement que c'était presque insupportable. « Ma chère Maggie, si cette lettre est lue, alors j'ai eu raison de m'inquiéter. Premièrement, je dois te dire quelque chose avant tout, je t'ai aimé dès le premier jour où je t'ai rencontré, et je t'ai fait confiance de tout mon cœur pendant plus de 40 ans. S'il y a de la douleur autour de mon testament, s'il te plaît, ne crois jamais une seconde que j'ai voulu te laisser sans protection. Bien au contraire. J'ai fait ces changements parce que j'ai appris des choses qui m'ont effrayé et je voulais m'assurer que tu serais en sécurité. » Des larmes coulèrent sur mon visage avant que Simon n'ait terminé cette première partie. Antoine me prit la main à nouveau. Simon continua. Il y a environ 2 mois, j'ai découvert qu'Élodie utilisait des copies de registres commerciaux et de propriétés dans des conversations avec des prêteurs externes et des conseillers. Elle n'avait pas l'autorité de le faire. Au début, elle l'a nié. Puis elle a admis qu'elle était en difficulté financière, mais a affirmé qu'aucun mal n'avait été fait. Je voulais la croire, mais d'autres faits sont apparus. Je fermais les yeux. Robert avait su. Il avait vraiment su. Pas tous les détails peut-être, mais assez pour agir. Assez pour mettre en place une protection même malade, même mourant. Simon continua sa lecture. J'ai appris qu'elle avait accumulé de grandes dettes privées. J'ai aussi appris qu'elle était sous la pression d'un homme nommé Fabien Dubois, qui se présentait comme un consultant. Mais se comportait plus comme un charognard tournant autour d'une succession avant que son propriétaire ne soit enterré. Si vous entendez ceci, alors je crains qu'Élodie ne lui ait permis d'avoir trop d'influence sur ses choix. Fabien était parfaitement immobile maintenant. Trop immobile. Son visage avait l'air raide d'un homme qui tentait de ne pas réagir, car toute réaction aggraverait les choses. Simon continua à lire. Je n'ai pas complètement déshérité Élodie car elle est toujours ma fille. Et je priais pour qu'elle puisse encore choisir la décence plutôt que l'avidité. Mais j'ai mis des conditions à son héritage car je ne pouvais ignorer ce que j'avais vu. Si elle te traite avec cruauté, si elle tente de forcer une vente, ou si elle se comporte comme si ma mort n'était qu'une transaction, alors elle perdra ce que j'avais l'intention de lui donner. La pièce était devenue si silencieuse. J'entendais le papier bouger dans les doigts de Simon. Puis vint la phrase qui me brisa, « Maggie, je suis désolé de ne pas t'avoir tout dit plus tôt. J'espérais pouvoir arranger les choses discrètement. J'espérais pouvoir t'épargner de la douleur. Cela a peut-être été mon erreur. Le silence protège trop souvent la mauvaise personne. Si tu tires une leçon de ce qui se passe après ma mort, que ce soit celle-ci, l'amour ne signifie pas fermer les yeux. Fais confiance à tes instincts. Parle plutôt et ne laisse jamais la cruauté se cacher derrière la famille. » Je couvris ma bouche et pleurai ouvertement alors. Pas fort, pas sauvagement, juste le profond sanglot impuissant qui vient quand le chagrin et la vérité se rencontrent en même temps. Parce que c'était là, la leçon, l'avertissement de l'excuse, même dans sa dernière lettre, Robert essayait encore de me protéger, essayait encore de m'apprendre quelque chose, essayait encore de m'aider à survivre à ce qu'était devenue notre fille. Simon termina les dernières lignes. Je laisse à Marguerite non seulement mon amour, mais le droit de vivre en paix et avec dignité dans la maison que nous avons construite ensemble. Si Élodie honore cette paix, alors peut-être qu'une partie de cette famille pourra encore guérir. Si elle ne le fait pas, alors que les conséquences soient les siennes. Avec tout mon amour, Robert. Personne ne parla pendant plusieurs secondes après la fin de la lettre.
Même Lisa avait les larmes aux yeux. Antoine semblait bouleversé, mais fier aussi. Fier de son grand-père. Fier que la vérité ait enfin été mise en lumière. Élodie, cependant, semblait différente. Plus petite, pas innocente, jamais ça, mais plus petite, comme une personne qui avait passé des années à jouer les grands rôles, et qui avait soudain été forcée de se tenir sans aucune de ses performances. Pourtant, quand elle parla enfin, elle ne dit pas « désolé ». Elle dit « il m'a fait passer pour un monstre ». C'est alors que quelque chose en Antoine a craqué. « Tu as jeté mamie dehors 6 jours après la mort de papy », dit-il, la voix brisée par l'incrédulité. Tu lui as dit de trouver un autre endroit où mourir. Tu préparais la vente de la maison. Tu as caché des choses. Tu l'as menacé. À quoi ressemblent les monstres, d'après toi? Élodie tressaillit. Je l'ai vu. Un minuscule, douloureux tressaillement. Parce que de tous les mots prononcés ce jour-là, c'était peut-être celui qui lui avait fait le plus de mal. Pas les miens. Pas ceux de Simon. Pas la lettre. Son fils. Fabien recula brusquement sa chaise. Cela est devenu hostile. Élodie, nous devrions partir. Simon leva les yeux aussitôt. Asseyez-vous, monsieur Dubois. Nous n'avons pas terminé. Fabien ne s'assit pas. Au lieu de cela, il redressa sa veste et dit, avec tout le respect que je vous dois, conseiller. C'est une affaire d'héritage familial. Mon nom ne devrait pas être mêlé à des accusations émotionnelles. Lisa rit cette fois-là. Un rire court et sec. Accusations émotionnelles, dit-elle. Votre nom a été cité dans une lettre d'un homme décédé. Le visage de Fabien s'assombrit. Simon tendit la main vers un autre dossier. Monsieur Dubois, avant de partir, il y a une dernière chose. Fabien cessa de bouger. Simon ouvrit le dossier et en retira des copies de plusieurs documents. Ceux-ci ont été livrés à mon bureau ce matin par un coursier de First State Commercial Review. Ils concernent des enquêtes préliminaires menées sur les avoirs successoraux projetés liés à Robert Duval. Les yeux de Fabien se plissèrent. Élodie sembla confuse. Qu'est-ce que c'est? Le visage de Simon était grave maintenant. Il semble que quelqu'un ait utilisé des projections successorales et des dossiers commerciaux de soutien pour obtenir un financement relais auprès de plus d'un prêteur. Pas un seul, mais au moins un prêteur avait signalé la soumission parce que le signataire n'avait peut-être pas l'autorité légale. Mon estomac se serra. Plus d'un prêteur. Pas une erreur désespérée, mais un schéma, un complot. Simon fit glisser une copie sur la table. Je ne pouvais pas lire tous les petits caractères d'où j'étais assise, mais j'en vis assez. Holdings de la succession Robert Duval, valeur de liquidation projetée, honoraire de succès du conseiller, et près du bas, le nom de Fabien Dubois. Élodie se tourna vers lui si vite que les pieds de sa chaise crissent sur le sol. Tu as dit que ce n'était qu'une ébauche. Fabien ne répondit pas. Tu m'as dit que rien n'avait encore été déposé. Toujours rien. Puis elle se leva, non pas avec rage cette fois, mais avec horreur, une vraie horreur, parce qu'enfin elle comprenait toute la vérité. Elle n'avait pas seulement été avide. Elle avait aussi été utilisée. Et tout ce que Fabien l'avait persuadée de faire était plus grand qu'elle ne l'avait admis, plus grand qu'elle ne l'avait contrôlé, et peut-être plus grand qu'elle ne pouvait s'en échapper. Elle regarda Simon, puis moi, puis le papier à nouveau, et d'une voix que je ne lui avais pas entendue depuis qu'elle était une petite fille prise dans un mensonge trop grand pour être soutenue, elle murmura, « Qu'a-t-il déposé en mon nom ?» Fabien ne répondit pas tout de suite. C'était la pire partie. Pas les papiers sur la table. Pas la voix tremblante d'Élodie. Pas même le regard sur le visage d'Antoine alors qu'il fixait sa propre mère comme s'il ne savait plus qui elle était. C'était le silence parce que le silence peut dire la vérité avant les mots. Élodie recula d'un pas de la table. « Fabien, dit-elle à nouveau plus fort cette fois. Que as-tu déposé en mon nom ?» Il leva le menton et tenta de retrouver ce ton doux et poli qu'il utilisait toujours quand les choses commençaient à s'effondrer. Rien qui ne puisse être réglé. Mais Lisa fit un bruit dégoûté. Cela signifie que quelque chose a été déposé. Maître Simon Lefebvre ne haussa pas la voix, mais la pièce sembla se resserrer autour de ses mots. Monsieur Dubois, vous feriez bien de répondre clairement. Fabien regarda Élodie, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, je vis qu'il ne se souciait pas d'elle du tout.
Pas vraiment. Pas de la manière dont les gens se soucient des gens. Il se souciait des résultats, de l'argent, d'atteindre la ligne d'arrivée avant que quiconque ne remarque comment il avait commencé la course. Il écarta les mains. Les dépôts étaient préliminaires. C'est tout. Projection, concept de restructuration, projet de demande, rien de définitif. Élodie le fixa. Tu m'as dit que tu m'aidais à respirer jusqu'à ce que la succession soit réglée. C'est ce que je faisais. Tu m'as dit que la maison n'était pas réellement en danger. Elle n'était pas censée l'être. Ces mots firent se lever Antoine si vite que sa chaise bascula en arrière et s'écrasa sur le sol. N'était pas censée l'être, claqua-t-il. Antoine, dit Simon sèchement. Asseyez-vous. Mais Antoine tremblait maintenant, la douleur et la colère se mêlant d'une manière qui le faisait ressembler tellement à Robert que cela faisait mal à voir. Il ramassa la chaise d'un mouvement brusque et s'assit à nouveau, mais ses yeux ne quittèrent jamais Fabien. Élodie se tourna vers Simon. Qu'est-ce que cela signifie? Simon ajusta ses lunettes et baissa les yeux vers les documents. Cela signifie que plusieurs prêteurs ont été approchés en utilisant la valeur successorale projetée, les registres de propriété et le contrôle anticipé d'actifs qui n'appartenaient pas légalement au demandeur. Le demandeur, murmura Élodie. Simon leva les yeux, son visage blanc. Je n'ai rien signé de définitif. Cela peut être vrai, dit-il prudemment. Mais vos informations apparaissent dans ces documents, ainsi que des approbations numériques, des divulgations financières et des autorisations soumises sous votre nom. Élodie se tourna si lentement vers Fabien que pendant un instant elle eut l'air de quelqu'un qui se déplace dans l'eau. Tu as dit que j'étais protégé. La mâchoire de Fabien se serra. Tu étais protégé si le transfert s'était fait proprement. Si le transfert s'était fait proprement. Si Robert n'avait pas changé le testament. Si j'étais restée silencieuse, si la peur m'avait tenue éloignée du bureau de l'avocat, si tout leur vilain petit plan s'était déroulé exactement comme ils le voulaient, c'est alors que j'ai compris quelque chose d'important, quelque chose de douloureux, et quelque chose de définitif. Élodie avait essayé de m'utiliser, mais Fabien l'avait utilisé aussi. Cela ne la rendait pas innocente, loin de là. Elle avait fait des choix égoïstes, des choix cruels, des choix avides. Elle avait jeté sa propre mère hors de la maison. Elle m'avait menacé. Elle avait caché des choses à son père pendant qu'il mourait. C'était ses choix. Mais maintenant, enfin, elle fixait l'homme. Elle faisait plus confiance à Fabien qu'à sa famille. Et elle le voyait enfin clairement. C'est une chose difficile de voir son enfant souffrir. Même quand cette souffrance est méritée, même quand cette souffrance est née des graines qu'ils ont plantées de leurs propres mains. Le cœur d'une mère ne cesse pas d'être le cœur d'une mère juste parce qu'il a été brisé. La voix d'Élodie tremblait. M'as-tu fait entrer dans des dettes que je ne comprenais pas entièrement? La réponse de Fabien vint trop vite. Tu en comprenais assez. Non, dit-elle plus fort maintenant. L'as-tu fait? Il eut l'air agacé. Pas désolé, pas honteux. Juste agacé que la pièce se soit retournée contre lui. Tu voulais une solution, dit-il. Je t'en ai donné une. Une solution, s'exclama Antoine. Tu as essayé de l'aider à vendre la maison de papy avant même qu'il ne soit enterré. Fabien haussa une épaule. Votre grand-père était un homme riche. La richesse demande de la gestion. Je sentis quelque chose de chaud monter en moi alors. Pas de panique, pas de chagrin. Une colère juste. Une colère pure et féroce. Je me penchai en avant et dis très doucement, mon mari n'était pas une pile de chiffres à gérer pour vous. La pièce devint silencieuse. Fabien me regarda, peut-être pour la première fois me voyant vraiment, non pas comme un obstacle, non pas comme une vieille femme à écarter, mais comme la femme de l'homme dont il avait traité la vie comme un investissement chronométré. Je soutins son regard. Mon mari a construit cette maison planche par planche. Il a passé 42 ans à aimer sa famille, même quand nous le décevions. Il est mort en essayant de nous protéger de exactement ce genre de pourriture. Alors ne vous asseyez pas dans cette pièce et ne parlez pas de lui comme s'il n'était rien d'autre qu'une valeur successorale. Fabien détourna le regard le premier. Bien. Simon inspira lentement. Cette réunion ne concerne plus seulement la lecture du testament. Madame Duval. Il regarda Élodie. Vous avez besoin d'un conseiller indépendant immédiatement. Et Monsieur Dubois, vous devez partir maintenant.
Fabien ouvrit la bouche, mais Simon leva la main. Cette fois, Fabien obéit. Il ramassa son dossier, jeta un regard froid à Élodie et sortit sans un mot. Il ne lui toucha pas l'épaule. Il ne s'excusa pas. Il ne promit pas de réparer quoi que ce soit. Il est juste parti. Et dans ce seul et laid, simple moment, tous les mensonges qu'il avait tissés autour d'elle tombèrent au sol. Élodie se tenait au milieu de la salle de conférence, respirant rapidement, fixant la porte fermée. Puis, à ma surprise, elle commença à rire. Non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce qu'elle s'effondrait. C'était un rire mince, tremblant qui se transforma en sanglots à mi-chemin. Elle pressa une main sur sa bouche et s'assit lourdement sur sa chaise. Je pensais, murmura-t-elle. Je pensais pouvoir arranger les choses avant que quiconque ne le sache. Personne ne bougea. Pas moi. Pas Antoine. Pas même Lisa. Élodie regarda Simon à travers son maquillage mouillé et ruiné. À quel point c'est grave. Il n'adoucit pas la vérité. Potentiellement très grave. Elle ferma les yeux. Simon continua, plein et constant. Il pourrait y avoir une exposition civile si les prêteurs se sont appuyés sur des documents successoraux non autorisés. Il pourrait également y avoir des préoccupations de fraude selon ce qui a été représenté et qui l'a soumis. Élodie fit un petit signe de tête brisée. Puis Antoine posa la question que nous pensions tous. « Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité à papy ?» Elle ouvrit les yeux et le regarda. « J'ai essayé une fois, dit-elle. Il y a des mois, je l'ai vraiment fait, mais à ce moment-là, c'était déjà laid. J'avais trop emprunté. J'avais transformé un problème en un autre et je me disais que je gagnais du temps. Fabien n'arrêtait pas de dire qu'une bonne vente arrangerait tout. Un transfert, un pont, une clôture. Elle fit un petit sourire amer. Il y avait toujours une chose de plus. Elle me regarda alors, et je vis quelque chose que je n'avais pas vu en elle depuis le début de tout cela. Pas de l'apitoiement, pas de l'arrogance, mais du regret. Papa a trouvé des lettres, dit-elle. Il m'a confronté. J'en ai admis une partie, pas tout. Il m'a demandé si j'avais utilisé des dossiers commerciaux. J'ai dit seulement pour des discussions d'évaluation. Il m'a dit que si j'impliquais la maison dans quoi que ce soit, il me couperait les vivres. Sa lèvre inférieure trembla. Je n'ai pas cru qu'il le ferait. Simon tapota le dossier du testament. Il l'a fait. Élodie hocha lentement la tête. Après qu'il soit tombé plus malade, j'ai paniqué. Fabien a dit que si je pouvais juste assurer le contrôle futur sur papier, les prêteurs cesseraient de faire pression pour un remboursement immédiat. Puis papa a changé le testament et je l'ai découvert trop tard. Elle déglutit. Alors j'ai pensé que si je faisais sortir maman de la maison, je pourrais peut-être encore contrôler le calendrier. Peut-être que je pourrais encore forcer une vente d'une manière ou d'une autre avant que quiconque ne regarde de trop près. C'était là. Toute la vilaine vérité. Pas un mystère. Pas un secret laissé dans l'ombre. Juste des faits douloureux. Elle se noyait dans les dettes. Fabien l'a poussée vers des prêteurs risqués et de faux raccourcis. Robert en a découvert assez avant de mourir pour me protéger. Il a changé le testament. Élodie a paniqué. Elle m'a jeté dehors pour m'effrayer de la lecture et gagner du temps. C'était tout le chemin. Chaque étape, chaque trahison. Et le coup de tout cela était dans la pièce avec nous. Un mari mort, une fille brisée, un petit-fils les larmes aux yeux, une famille déchirée. Simon s'éclaircit la gorge. Il y a une dernière affaire successorale. Élodie rit faiblement à travers ses larmes. Bien sûr qu'il y en a une. Il rouvrit le dossier. Les actifs liquides. Sa tête se redressa brusquement. 33 millions de dollars. C'était le chiffre que tout le monde avait fait circuler comme s'il était le centre du monde. Le chiffre du titre de ma douleur. Le chiffre qu'elle pensait me rendre inutile une fois qu'il serait le sien. Simon lut attentivement. La succession en espèces est divisée comme suit, une fiducie protégée est établie pour Marguerite Duval d'un montant de 12 millions de dollars pour ses soins, ses droits de logement, sa santé, ses voyages, ses dons caritatifs et sa sécurité indépendante. La fiducie est administrée en dehors du contrôle d'Élodie Duval. Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. Les miens aussi. Je savais que Robert m'aimait,
Mais je ne connaissais pas toute l'étendue du bouclier qu'il avait construit autour de moi. Simon continua, une fiducie de récupération familiale de 8 millions de dollars est établie pour Antoine Duval et tout enfant futur qu'il pourrait avoir, avec des étapes de libération pour l'éducation, l'accession à la propriété et le développement commercial. Antoine regarda fixement comme s'il avait cessé de comprendre la pièce. Puis Simon regarda Élodie. Les 13 millions de dollars restants sont légués à Élodie Duval, sous réserve de sa pleine coopération avec l'examen de la succession, de sa non-ingérence dans la résidence de Marguerite Duval, et de l'absence de conclusion légale relative à la fausse déclaration d'actifs successoraux. Si ces conditions ne sont pas remplies, les 13 millions sont réorientés vers la fiducie de récupération familiale et des causes caritatives désignées choisies par Marguerite Duval. Élodie resta immobile. Si immobile. 33 millions de dollars. Et elle avait presque tout perdu parce que la cupidité avait rendu 13 millions plus important que la famille, plus important que l'honnêteté, plus important que sa propre âme. Lisa laissa échapper un long soupir. Robert a vraiment bien réfléchi à tout ça. Oui, dit Simon doucement. Il l'a fait. Je m'assis là, les larmes aux joues, et sentis le chagrin et la gratitude s'entrechoquer. Robert était parti. Rien ne pouvait changer cela. Je n'entendrai plus jamais ses bottes près de la porte arrière ou son doux sifflement dans le garage ou la façon dont il disait « Maggie ma belle » quand il entrait dans une pièce et me trouvait en train de lire. Mais il avait vu le danger et il ne m'avait pas laissé impuissante. Élodie me regarda avec des yeux creux. « Tu as eu 12 millions. » J'aurais dû haïr la façon dont elle le disait. Mais j'étais trop fatigué pour haïr. « Il ne s'agit pas d'argent, dis-je. » Son rire sortit brisé. C'est facile à dire quand on est protégé. Non, dis-je plus fermement maintenant. Il est facile d'oublier que les gens ne sont pas des contes jusqu'à ce que tout soit détruit. C'est ce qui t'est arrivé. Elle me fixa. Peut-être que ces mots firent mouche. Peut-être pas. Mais j'avais besoin de les dire parce que cette histoire n'a jamais vraiment été à propos de millions. Il s'agissait de ce que la cupidité peut faire quand elle s'assied à la table familiale et que personne ne la force à se lever. Après la fin de la réunion, Simon fit en sorte que des copies du testament et de la lettre soient sécurisées. Il dit également qu'il informerait l'équipe d'examen de la succession et conseillerait à Élodie de prendre un avocat immédiatement. Lisa resta près, notant chaque instruction. Antoine resta plus près encore, portant mon sac et marchant du côté le plus proche de la rue, comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre empêcher le monde entier de m'atteindre. Élodie sortit la dernière de la salle de conférence. Ses épaules semblaient plus petites. Son visage semblait plus âgé. Pas par le temps. Par les conséquences. Dans le couloir. Elle prononça mon nom. Maman. Je me tournai. Antoine se raidit à côté de moi. Lisa regarda sans ciller. Élodie regarda d'abord le sol, puis moi. Je sais que dire pardon ne répare rien. Non, dis-je, ça ne répare rien. Les larmes remplirent ses yeux à nouveau. J'ai été cruel. Oui, j'ai eu tort. Oui, j'ai eu peur. Je soutins son regard. Tu étais avide avant d'avoir peur. Cela la frappa plus fort que des cris ne l'auraient fait. Elle hocha lentement la tête. Parce que c'était vrai. La peur l'avait poussée plus loin. Oui. Mais la cupidité avait ouvert la porte. Elle s'essuya le visage. Je ne sais pas comment annuler tout cela. Tu ne peux pas l'annuler, dis-je. Tu ne peux que dire la vérité maintenant. Elle regarda Antoine. Je n'ai jamais voulu que tu sois entraîné là-dedans. Il répondit doucement. Et d'une manière ou d'une autre, cette douceur faisait plus mal que la rage. Tu as entraîné mamie là-dedans la première. Élodie pleura alors, doucement. Plus de performance. Plus d'audience à impressionner. Et bien que mon cœur me fasse encore mal, je ne pleurai pas avec elle. Certains chagrins appartiennent à la personne qui les a créés. Les semaines suivantes furent difficiles, très difficiles. Il y eut des réunions juridiques, des examens de documents, des appels d'agents de succession, des questions sur les prêteurs, les registres et Fabien Dubois. Il s'avéra que Fabien avait approché plus d'un client désespéré de la même manière. Toujours tournant autour de richesses qu'il ne possédait pas, toujours promettant des solutions temporaires qui laissaient d'une manière ou d'une autre d'autres personnes porter le danger.
Des enquêteurs ont commencé à poser leurs propres questions. Certains prêteurs se sont retirés une fois que les liens successoraux non autorisés ont été exposés. D'autres ont exigé des plans de remboursement. Élodie a dû vendre son condo, sa voiture de luxe et presque tout ce qu'elle avait acheté de cher en essayant d'avoir l'air réussi. Elle a déménagé seule dans une maison de ville louée à la périphérie de la ville. Non pas parce que je l'ai jetée, mais parce que les actions ont un poids et certains poids doivent être portés. Fabien a disparu de sa vie. Dès qu'il a vu qu'il n'y avait plus de profit net. C'était une autre leçon, claire comme le jour. Les gens qui vous aident à trahir votre famille ne vous sauveront jamais quand la facture sera due. Quant à moi, je suis rentré à la maison. Pas dans une nouvelle maison. Pas dans un pantouse acheté avec de l'argent de la vengeance. Chez moi, dans l'allée des Saules. Au rideau bleu. Au fauteuil de Robert. Aux chaînes qui bougeaient dans la cour. Le premier jour où j'ai franchi à nouveau cette porte d'entrée, je me suis tenu dans le couloir et j'ai pleuré si fort qu'Antoine a dû me tenir le bras, mais ce n'était pas des larmes brisées cette fois. C'étaient les larmes de quelqu'un qui avait été jeté dehors et qui avait quand même retrouvé son chemin avec dignité. Antoine a emménagé dans la chambre d'amis pendant un certain temps après cela. Il a dit qu'il voulait s'assurer que je ne sois pas seul. Mais je pense qu'une partie de lui avait aussi besoin de la maison, avait besoin de l'atelier, avait besoin de l'endroit où son grand-père lui avait appris ce à quoi ressemble un amour stable. Certains soirs, nous nous asseyions sur le porche et parlions de Robert, des choses drôles, des choses douces, des choses têtues, comment il avait l'habitude d'étiqueter chaque outil mais accusait toujours tout le monde de les déplacer. Comment il dansait mal mais joyeusement. Comment il ne passait jamais devant un chien sans lui parler. Ces conversations ont guéri quelque chose en nous deux. Environ un mois plus tard, Élodie a demandé si elle pouvait passer, non pas pour revenir vivre ici, non pas pour se disputer, juste pour parler. J'ai failli dire non. Une partie profonde de moi voulait protéger la paix que j'avais combattue pour retrouver. Mais une autre partie se souvenait de la lettre de Robert. Si elle honore cette paix, alors peut-être qu'une partie de cette famille pourra encore guérir. Alors j'ai dit oui. Elle est arrivée sans maquillage, sans vêtements chers, sans Fabien, sans aucune des paillettes vives qu'elle portait comme une armure. Elle avait l'air fatiguée, vraiment humaine. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine où elle faisait ses devoirs petite fille. Pendant longtemps, elle a tordu une serviette en papier dans ses mains avant de finalement parler. J'entends ce que papa a écrit, dit-elle. Le silence protège trop souvent la mauvaise personne. Je ne dis rien. Elle leva les yeux vers moi. Je pense que j'ai protégé les mauvaises choses pendant des années. Mon image, ma fierté, mes excuses. C'est vrai, dis-je. Elle hocha la tête comme si elle n'attendait pas de réponse plus douce. Je suis maintenant en consultation pour mes dettes. Je coopère avec l'examen de la succession. J'ai dit la vérité sur Fabien et les prêteurs. Tout. C'est un début. Des larmes remplirent ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Je n'attends pas le pardon aujourd'hui. Tu ne l'auras pas aujourd'hui. Elle fit un petit sourire douloureux. C'est juste. Puis elle prononça les mots que j'avais eu besoin d'entendre, non pas parce qu'ils effaçaient quoi que ce soit, mais parce que la vérité compte. J'ai attendu qu'il meure, maman. Pas parce que je voulais que papa parte. Non, mais parce que je pensais que sa mort me sauverait de mon propre gâchis. Et c'est quelque chose de laid avec lequel je devrais vivre. Je fermai les yeux un instant. C'était là. Pas de cachette, pas de demi-vérité. La vérité simple. Et la vérité simple est l'endroit où la guérison, si elle vient un jour, doit commencer. Quand j'ouvris les yeux, je dis, ton père t'aimait. Cela n'a jamais changé. Mais l'amour n'est pas une permission pour devenir cruel. Elle s'effondra alors, vraiment. Tête baissée, épaules tremblantes, toute la fierté polie disparut. Je la laissai pleurer. Non pas parce que j'avais oublié ce qu'elle avait fait, non pas parce que tout était réparé, mais parce que pour la première fois depuis très longtemps, ces larmes appartenaient à l'honnêteté, et non à la manipulation. Les semaines se transformèrent en mois. Antoine resta proche. Il m'aida à trier les papiers de la succession et à réparer un portail lâche que Robert avait eu l'intention de réparer avant de tomber malade. La fiducie me donna de la sécurité, oui, mais plus que cela, elle me donna la liberté. J'ai fait des dons discrets à l'hôpital pour enfants qui tenaient à cœur à Robert.
J'ai financé un coin lecture à la bibliothèque où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. J'ai mis de l'argent de côté pour l'avenir d'Antoine parce que Robert l'aurait voulu. Et j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, j'ai gardé le reste de l'héritage d'Élodie protégée, non libérée. Non pas parce que je voulais la punir pour toujours, mais parce que je voulais des conditions, conseils en matière de dette, pleine coopération, pas de compte caché, pas de harcèlement, pas d'accès à ma fiducie, pas de pression immobilière. Au début, elle détestait cela. Puis, lentement, elle l'accepta. Pour une fois dans sa vie, l'amour s'accompagnait de limites. Et les limites ont peut-être été la seule chose dont elle avait besoin depuis le début. Environ 6 mois après la mort de Robert, nous avons organisé un petit dîner de famille à la maison. Rien de fantaisiste, rôti de bœuf, petit pain, thé glacé, Antoine à une extrémité de la table, me faisant rire avec des histoires du garage. Élodie en face de moi, plus silencieuse qu'avant, écoutant plus qu'elle ne parlait. À un moment donné, elle regarda autour d'elle dans la pièce et murmura, « J'ai failli vendre cet endroit. » « Oui, dis-je. »« Tu l'as fait ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Je suis contente de ne pas en avoir eu l'occasion. C'était ce qui se rapprochait le plus de la paix que nous avions alors. Pas une paix parfaite, pas une paix de film, une vraie paix, le genre qui se construit lentement après que la vérité, les conséquences et l'humilité aient tous eu leur tour. Et c'est ainsi que l'histoire s'est terminée. Non pas avec moi écrasé. Non pas avec ma fille gagnante. Non pas avec un secret laissé inexpliqué. Elle s'est terminée avec la vérité mise à nu. Élodie nous a trahis parce que la cupidité et la dette l'ont rendue désespérée. Et elle a laissé le mauvais homme la guider plus profondément dans le danger. Robert en a appris assez avant de mourir pour me protéger, la maison et l'avenir d'Antoine. Il a changé le testament, a fixé des conditions claires et a laissé une lettre qui disait la vérité sans détour. Élodie m'a jeté dehors parce qu'elle a paniqué lorsqu'elle a réalisé que le Nouveau Testament bloquait son plan. Fabien a utilisé sa peur à des fins lucratives et l'a abandonné lorsque le plan a échoué. La maison est restée là où elle devait être. L'argent est allé là où Robert l'avait voulu, et la famille, bien que blessée, a finalement cessé de vivre dans le mensonge. La leçon de vie était simple, et je la porte avec moi maintenant chaque matin quand j'ouvre les rideaux dans la maison que Robert a construite. L'amour sans vérité devient faiblesse. Le silence peut protéger la mauvaise personne. Et la famille n'est pas un permis de cruauté. Alors quand vos instincts chuchotent que quelque chose ne va pas, écoutez. Quand quelqu'un se cache derrière le charme, regardez de plus près. Et quand quelqu'un vous dit que vous êtes inutile, ne les croyez pas juste parce qu'ils partagent votre sang. Je n'étais pas inutile. J'étais en deuil. J'étais trahi. J'ai failli être mise de côté. Mais j'étais toujours la femme qui avait aidé à construire cette maison. Toujours la femme à qui Robert avait fait confiance. Toujours la grand-mère auprès de qui Antoine s'était tenu. Toujours assez forte pour revenir par ma propre porte d'entrée la tête haute. Et si cette histoire vous a touché, faites une pause d'une seconde après le silence et dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Et si vous croyez que la famille ne devrait jamais utiliser l'amour comme une arme, restez proches et abonnez-vous. Parce que certaines histoires ne nous divertissent pas seulement, elles nous rappellent d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré chez soi, je me suis assise seule dans le fauteuil de Robert, sa lettre sur mes genoux. La maison était silencieuse. Le chêne bougeait doucement dehors, et pour la première fois depuis sa mort, le silence ne semblait pas vide. Il semblait protégé. Il semblait honnête. Cela semblait être chez moi.